Le point complet de l'actualité, voici le sommaire. Diplomatie, amélioration des conditions de travail. En Afrique du Sud, la Guinée a désormais une nouvelle ambassade, un bâtiment complet avec des bureaux et des logements pour le personnel. Il est offert par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Recensement des unités industrielles, les besoins derrière cette opération sont énormes. Structurer, moderniser et dynamiser ce secteur clé, la finalité est de mettre en place des politiques adaptées aux réalités locales. À suivre tout à l'heure. Et puis, santé, rétrospective 2024, deux sujets marquent les esprits, la distribution partout dans le pays des kits de césarienne et d'accouchement, aussi l'adhésion de la Guinée à l'initiative pour l'indépendance vaccinale. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. Inauguration de l'entrepôt frigorifique. Ça se passe à Cancan. L'alimentation est assurée par un groupe électrogène de 150 kVA. La capacité de l'infrastructure est estimée à 1000 m3, soit l'équivalent de 250 à 300 tonnes de poissons. Toute espèce confondue, la patronne du département de la pêche était sur place. La cérémonie est présidée par le Premier ministre, chef de gouvernement. Ousmane Bangoura. Le poisson, une denrée très brisée en Guinée. Sa conservation nécessite plus d'attention et de maîtrise, d'où l'implantation de plusieurs entrepôts frigorifiques. Au cœur du grand marché de Cancan est installé le sien. Celui-ci ouvre ses portes aux populations de la région. Un ouf de soulagement aux populations de la ville de Nabaya. L'entrepôt frigorifique de Cancan, objet de la présente cérémonie, est une infrastructure majeure. Initialement prévu pour 250 tonnes, il a été élargi à 400 tonnes grâce à la technicité de la société Assidim Group de M. Alpha Sireba. Monsieur le Premier ministre, l'objectif visé est la création d'un dépôt des produits de pêche capable de conserver et de stocker des produits congelés de la pêche maritime, les produits frais de la pêche continentale et les produits de la pisciculture. Cet entrepôt frigorifique pour poissons est un stockage dont la température est généralement conçue pour être comprise entre moins 15 et moins 25 degrés Celsius. Il constitue une étape phare du programme d'appui à la pêche artisanale financé par le gouvernement guinéen à travers le Fonds des droits de tirage spéciaux, DTS. Sa réalisation effective a demandé l'implication de toutes les parties prenantes, notamment l'équipe du projet PAPAG, les autorités administratives et locales et les braves populations de Cancan. Je tiens ici à aller exprimer toute ma reconnaissance et mon profond respect pour l'accompagnement de qualité qu'ils ont été pour mon département à l'effet de réussir la réalisation de cet investissement qui sera un véritable catalyseur de l'économie locale. L'inauguration de cet entrepôt marque la volonté du gouvernement à donner à la population de produits halieutiques de qualité. Occasion pour le Premier ministre Amadou Ouriba d'insister sur la nécessité d'entretenir ces installations voulues par le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Cet entrepôt, c'est une expérience qui va au-delà de simplement une activité économique. Les mères qui ont des petits-enfants, qui pour des raisons particulières ne se nourrissent pas bien, impactent le développement de cet enfant qui par la suite, du fait de ce déficit en termes de nutrition, en termes de protéines, ne peut pas bien se développer. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de renforcer le capital humain de la République de Guinée. C'est-à-dire d'avoir des enfants en bonne santé, des enfants intellectuellement en capacité de devenir des hommes et des femmes susceptibles d'accompagner l'essor économique, l'essor intellectuel et l'essor culturel de la République de Guinée. C'est également le début de la mise en place d'un écosystème lié au secteur de la pêche. Je suis sûr, dans moins d'1 an,
Cancan va réclamer un autre entrepôt frigorifique puisque celui-ci ne sera pas en mesure de satisfaire toute la demande qui va venir de l'ensemble des préfectures de la région, mais qui sera tenu de répondre aux besoins de nos voisins, surtout du côté du Mali. Donc c'est un secteur nouveau où les femmes et les jeunes de la région de Cancan pourront, à travers des initiatives particulières, faire émerger une économie locale créatrice d'emplois, créatrice de valeur et qui permettra par ce biais-là à la stabilisation et à la cohésion de l'ensemble des communautés humaines de la région. C'est une démarche qui s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la pêche artisanale en Guinée, PAPAGE, un projet présidentiel financé par le gouvernement guinéen. La construction de cet entrepôt vient faciliter la conservation et l'accès aux produits halieutiques de qualité. Ce n'est pas tout. C'est une série de constructions prévues dans d'autres régions, comme Zérékouré, Labé et Kindia. Diplomatie, amélioration des conditions de travail, je vous le disais à l'entame, en Afrique du Sud, la Guinée a désormais une nouvelle ambassade, un bâtiment complet avec des bureaux et des logements pour le personnel. Il est offert par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Makame Donzo. L'hymne national de la République de Guinée pour introduire une cérémonie solennelle et célébrer une journée désormais gravée dans l'histoire. Le ministre des Affaires étrangères inaugure l'ambassade de la Guinée en Afrique du Sud. Un bâtiment flambant neuf disposant de toutes les commodités dont la construction est entièrement financée par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Au pays de Madiba, le prix Nelson Mandela met l'occasion à profit pour rappeler la belle histoire d'amitié entre la Guinée et la nation arc-en-ciel. Le président Nelson Mandela a été citoyen d'honneur, lui et ses compagnons, citoyen d'honneur de la République de Guinée. Pendant qu'ils n'avaient pas de passeport ici dans leur propre pays, ils avaient le passeport diplomatique de la République de Guinée, qui leur permettait de faire le tour du monde. Tout ce qui a été fait à ce moment, avec le soutien culturel de la diva Myriam Makeba, a été fait en Guinée sur la base de la conquête de la dignité des Africains, de la libération totale de l'Afrique. C'est pourquoi l'ambassade de la République de Guinée en Afrique du Sud n'est pas une ambassade ordinaire. C'est une partie de la Guinée, une partie de l'histoire de la Guinée pour l'Afrique du Sud et une partie de l'histoire de l'Afrique du Sud pour la Guinée. La cérémonie d'inauguration de la nouvelle ambassade de la République de Guinée à Pretoria a mobilisé du monde. Plusieurs hauts responsables du ministère sud-africain des Affaires étrangères, tous les ambassadeurs africains, ainsi que la forte communauté guinéenne vivant en Afrique du Sud et dans les pays voisins. Un bâtiment de rêve mis à la disposition des compatriotes et de l'équipe diplomatique. Le président, en s'engageant dans les infrastructures en Guinée, il montre son attachement à la construction du pays. En tant qu'un de ses proches collaborateurs, je peux ici témoigner qu'il a une envie terrible des infrastructures. Il a une envie terrible de changer le pays. Il a, je peux dire, une boulimie des infrastructures, une boulimie pentabriélique de construire le pays. Et nous devons l'y aider, puisqu'il s'agit du bonheur des Guinéens. Ce vaste projet est terminé et je voudrais dire à nos compatriotes, ici, présents, que c'est la maison des Guinéens. C'est leur maison. Ils viennent ici comme quand ils sont dans leur propre chambre, partout ailleurs.
ici, les portes vous sont ouvertes. D'ailleurs, c'est trop dire en disant qu'on ouvre les portes pour vous. Les portes ne seront jamais fermées pour vous ici. La République de Guinée s'est engagée depuis quelques années à changer positivement les symboles de sa diplomatie à l'étranger. Le chef de l'État y accorde du prix. Le général Mamadi Doumbouya a récemment acheté un bâtiment R+3 à Bruxelles. D'autres ambassades sont en cours de construction. C'est notamment le cas au Brésil, en Suisse, à Londres ou encore au Japon. De l'autre côté de l'Atlantique, New York aux États-Unis d'Amérique, l'une des préoccupations demeure l'emploi de la communauté. Pour relever ce défi, un salon de l'emploi est organisé par les responsables du bureau des ressortissants guinéens. Objectif recherché, l'obtention d'un travail garanti. Mohamed Kamara commente les images de Daouda Bangoura. La préoccupation principale de la diaspora guinéenne et africaine basée à New York, c'est comment trouver de l'emploi pour subvenir aux besoins de la petite et la grande famille restée au pays. Pour relever ce défi crucial, l'association de la communauté guinéenne à New York initie ce salon de l'emploi. Cet engagement des responsables de la GICA vise à mettre en face des employeurs les jeunes en quête de l'emploi garanti. Pour une première fois, la communauté guinéenne a pu organiser un salon d'emploi ici à New York pour rendre service et continuer de servir la communauté guinéenne. Ce salon d'emploi consistait à envoyer des compagnies étrangères au sein de la communauté guinéenne et les faire en connexion avec les membres de la communauté. Cet événement, pour cette première édition, a mobilisé plus de 500 jeunes constitués majoritairement des Guinéens et d'autres ressortissants de certains pays africains. On a plusieurs candidats qui sont venus, qui ont assisté à cet événement et on ne peut qu'être fiers de cela. Les immigrés vivant à New York précisément aujourd'hui sont confrontés à d'énormes problèmes d'emploi. C'est dans cette lancée que la communauté appelée GICA qui s'occupe des affaires vraiment tout azimut de la communauté guinéenne vraiment pour leur accompagner à la recherche de l'emploi. Créer un espace d'échange et de connexion directe entre les entreprises et les participants en vue d'obtenir une opportunité professionnelle est la principale motivation de cette première édition du Salon d'emploi organisé par la communauté guinéenne basée à New York aux États-Unis d'Amérique. Au ministère de la fonction publique, des insuffisances d'ordre légal sont décelées. Cela fait suite à la concrétisation du premier concours de masse sous l'ère CNRD. Les principes et les modalités d'organisation sont à repenser. 72 heures sont accordées aux techniciens pour l'élaboration de nouveaux textes réglementaires. Mamadi Ternaka Misoko. Depuis 2019, l'organisation des concours et examens professionnels pour l'intégration à la fonction publique est régie par la loi L0027 portant statut général des agents de l'État. Ce texte définit les règles générales. Il est cependant limité et a besoin d'actes réglementaires spécifiques à chaque concours. Cette rencontre réunissant les représentants des départements sectoriels vise ainsi à corriger les insuffisances. Les acteurs en charge de l'organisation des concours de recrutement de nouveaux fonctionnaires, session 2024, qui, pour rappel, ont été des concours inédits de par le nombre de candidats, le nombre à recruter et par la dématérialisation de tout le processus. On a rencontré pas mal de difficultés sur le terrain découlant du vide juridique constaté au niveau de la loi. C'est cette traversée que je qualifie de désert que nous avons faite ensemble, vous et nous, qui a motivé les autorités du ministère en charge de la fonction publique à mobiliser les moyens nécessaires en faveur de la tenue du présent atelier. Avec la volonté du ministère du Travail et de la fonction publique de désormais recruter par poste et par besoin, la finalisation de ce travail pourrait faciliter la maîtrise des effectifs. L'accès aux emplois publics est un droit pour tous les citoyens guinéens détenteurs de diplômes.
Ce droit qui s'exerce par voie de concours doit être encadré par des textes clairs et applicables. L'implication de tous les acteurs concernés est d'une importance capitale. Pendant 3 jours, il sera question de définir les principes et modalités d'organisation des concours et examens professionnels. À la fin des travaux, un projet d'arrêté sera soumis par ces techniciens au ministre du Travail et de la fonction publique. En début de semaine, ici même à Conakry, la bourse de sous-traitance a tenu son conseil d'administration. La session est annuelle, l'occasion de faire l'état des lieux des activités réalisées. D'autres actions par la suite feront l'objet de planification pour le bon fonctionnement de la structure. Ounou Touré. C'est le 13e conseil d'administration depuis la création de la bourse de sous-traitance et de partenariat. Quelques heures pour dresser le bilan des activités réalisées et planifier d'autres pour l'avenir de la BSTP. Il a été question premièrement de faire le point sur les activités de la BSTP pour l'année 2024 et depuis sa création en 2018. On peut déjà citer qu'il y a 200 millions de dollars de contrats qui ont été donnés aux entreprises locales. On peut citer qu'il y a plus de 8000 chefs d'entreprise de PME qui ont été formés afin de se mettre à niveau par rapport aux exigences des multinationales en matière de travail. Pas seulement, plusieurs acquis de l'année ont été présentés aux membres du conseil d'administration de la bourse de sous-traitance et de partenariat, parmi lesquels la signature de plusieurs partenariats avec des acteurs majeurs tels que Rio Tinto. Ce fut un plaisir de partager bien sûr ces résultats-là et qui ont été appréciés par le conseil d'administration. Et ils m'ont instruit de continuer vraiment les activités de développement des PME et du contenu local, mais surtout de nous assurer aussi que les avantages de la BSTP soient reconnus et que les PME soient beaucoup plus présentes au niveau de notre base de données pour leur permettre d'être qualifiées et d'avoir accès à plus de contrats au niveau des plus grands projets structurants, notamment le Simandou. En perspective, la BSTP va examiner les recommandations du conseil d'administration pour mener à bien ses activités pour les prochaines années. Face aux étudiants, le ministre de l'Énergie et le directeur général de l'électricité de Guinée, une véritable opération séduction sur l'utilisation des compteurs prépayés. Au même moment, la sensibilisation est faite sur la consommation abusive de l'électricité dans les ménages. Ici à Gaba pour les détails. Des lampes allumées ça et là, même en pleine journée, aux grandes dames des cadres de l'électricité de Guinée. Une consommation abusive qui n'est pas sans conséquence dans la gestion du courant électrique. À l'université Kofi Annan, le sujet est en débat. Les étudiants sont sensibilisés sur l'efficacité énergétique et l'utilisation des compteurs prépayés. Il faut inculquer comme culture au sein donc, du citoyen guinéen. Et donc avec ça, donc, tous les citoyens de Guinée vont un petit peu accompagner le secteur qui veille justement donc, à cette stratégie nationale pour que l'énergie qui est utile et qui est importante à nous tous soit entre de bonnes mains et sur un volet d'économie. Nous consommons trop et dans la journée on remarque énormément parce qu'il l'a dit. Quand tu prends de Fossidé jusqu'à Lambagny, le nombre d'ampoules allumées c'est extrêmement trop. L'électricité coûte cher, économisons-la pour permettre à tous d'en bénéficier. Un thème d'actualité qui interpelle les citoyens sur la consommation à outrance de l'électricité, surtout dans les ménages. Ce que nous attendons des étudiants, c'est qu'ils soient des ambassadeurs de EDG au niveau des familles, mais aussi au niveau des communautés, en invitant les petits frères, les petites sœurs et les parents à couper les appareils dont ils n'ont pas besoin, à ne pas allumer la climatisation quand ils n'en ont pas besoin, à éteindre les ampoules, à éviter d'utiliser des équipements qui sont énergivores. C'est d'améliorer le service public, mais aussi, de l'autre côté, il appartient aux populations de savoir gérer de manière rationnelle ces produits qui sont subventionnés à outrance aujourd'hui dans notre pays et leur faire comprendre que l'énergie, ça a un coût. Et EDG est en pleine réforme en ce moment. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'actions positives qui sont en cours sur le terrain. Mais derrière, s'il n'y a pas un accompagnement des populations, cela va
hypothéquer un peu l'ensemble des actions que nous sommes en train de déployer. Cette campagne de sensibilisation sur l'efficacité énergétique et l'utilisation des compteurs prépayés va toucher tous les services publics du pays. Prochaine étape, l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. De l'énergie à l'industrie, tenez bien, il n'est plus question d'avoir un secteur industriel sans des données précises et fiables. Un recensement touche présentement les unités industrielles. Les besoins derrière cette opération sont énormes, structurer, moderniser et dynamiser ce secteur clé. La finalité est de mettre en place des politiques adaptées aux réalités locales. Mariam Kamara pour plus d'enseignements. C'est la toute première sortie du ministère du Commerce et de l'Industrie à l'occasion de la campagne de recensement des unités industrielles. La démarche s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de développement industriel. La finalité de ce processus est la réglementation des activités industrielles en Guinée que nous avons débuté depuis plusieurs mois, qui est une réforme majeure pour notre ministère. Donc j'ai instruit la Direction nationale de l'industrie afin d'entamer du 10 décembre au 20 janvier 2025 afin que toutes les entités, toutes les industries et unités industrielles en Guinée puissent être recensées. Donc je demande solennellement à toutes les entreprises industrielles de se soumettre à ce recensement. Pour cette première étape, cap sur le Grand Moulin de Guinée. Là, la collecte des informations est lancée. Les éléments recueillis concernent la taille de l'entreprise, la zone d'implantation, la capacité de production. L'occasion est aussi mise à profit pour identifier les défis auxquels font face les industries afin de leur apporter des solutions adaptées. On tenait beaucoup à ce rendez-vous avec elles pour qu'elles voient la structure et les installations industrielles et surtout l'investissement industriel qu'on a mis en place en Guinée. On a aussi expliqué à Madame la ministre les difficultés que nous rencontrons, spécialement pour le bouillon aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons 415 employés et parmi les 415, on a 400 Guinéens. Donc avec la collaboration du ministère du Commerce et de l'Industrie et des PME, nous allons employer d'ici fin 2025, 2026, nous allons ouvrir des autres usines. C'est des Guinéens qui vont gagner de l'emploi. Aujourd'hui, c'est la libre-échange. Nous voulons être compétitifs sur le marché. Au final, la conception d'une cartographie industrielle du pays est attendue, mais aussi l'acquisition d'une base de données fiable. Cette mission du ministère du Commerce et de l'Industrie, à travers la Direction nationale de l'Industrie, va se poursuivre pendant 40 jours sur toute l'étendue du territoire national. Autre réforme au département du commerce, de l'industrie et des PME, la valorisation du commerce des services. Les techniciens étaient récemment en conclave. Résultat attendu, l'élaboration de la stratégie nationale de promotion de ce sous-secteur. Mamadou Saliouba. Dans la foulée des réformes pour un secteur commercial performant, la Guinée veut saisir les immenses potentialités du commerce des services. Considéré comme un important levier pour la création d'emplois, le sous-secteur est en débat entre les cadres du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME et d'autres acteurs venus de plusieurs services. À l'initiative de la Direction nationale du commerce extérieur, ces consultations consistent à élaborer la stratégie de promotion et de développement du commerce des services. Le commerce des services représente un potentiel immense pour la République de Guinée. Ce secteur englobe une variété d'activités allant des services financiers aux technologies de l'information, en passant par le tourisme, les transports et bien d'autres encore. Il constitue un levier essentiel pour la création d'emplois. Il y a beaucoup de gaps de données sur ce commerce et c'est la raison pour laquelle une stratégie est envisagée pour avoir une vision et des objectifs pour ce secteur des services. Le département du commerce, de l'industrie et des PME tient à faire du sous-secteur un moteur de croissance économique. Nous devons ensemble définir les priorités, les actions à mener, les réformes nécessaires et les partenariats stratégiques à tisser, tant au plan national, régional qu'à l'international. Cela nécessite une analyse approfondie de l'état actuel du secteur, des défis que nous rencontrons dans le secteur et surtout les opportunités qu'offre ce même secteur de commerce des services. Ces consultations nationales permettront d'identifier les indicateurs de performance
du commerce des services, un sous-secteur en phase de prendre son envol grâce à la volonté de la chef du département du commerce, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises. Au sein de la Grande Muette, finit l'initiation d'infanterie para. Un stage technique vient de profiter à la 2e promotion. Les diplômes sont délivrés. Le BATA, bataillon autonome des troupes aéroportées, a servi de cadre. Lieutenant Tambasikou Kamano. C'est une cérémonie de remise de diplôme. Elle marque la fin de formation de la 2e promotion du stage technique d'initiation d'infanterie para. Au nombre de 120 stagiaires, ils reçoivent leur parchemin après 4 mois de dur labeur. Un renforcement de compétences qui vise à améliorer les capacités opérationnelles du bataillon autonome des troupes aéroportées BATA. Cette formation d'initiation s'est déroulée sur une période de 3 mois et s'est articulée sur 3 modules. Dans les mêmes objectifs, ces élèves parachutistes ont fréquenté plusieurs ateliers de formation dans l'enceinte du bataillon autonome des troupes aéroportées, afin de pouvoir maîtriser les différents mouvements de largage et d'atterrissage. Tous ces genres de qualité de formation nous permettra dans l'avenir de se maintenir dans un climat purement tactique et très avancé. C'était pas facile à avoir, mais nous en sommes là aujourd'hui et nous en sommes fiers. C'est quelque chose de collectif et d'individualité en question. Il faut être en harmonie pour arriver à l'objectif fixé. Au cours de cette formation, plusieurs matières militaires et techniques de combat ont été enseignées aux apprenants. En présidant cette cérémonie, le chef d'état-major général adjoint des armées a félicité et encouragé les récipiendaires pour les efforts consentis et les connaissances acquises. Cette formation permettra aux stagiaires de tenir leur place au sein du bataillon de troupes aéroportées et surtout d'être aptes à porter le béret rouge. C'est le lieu d'exprimer mes remerciements et gratitude aux formateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour l'atteinte de ce brillant résultat. Quant à vous, jeunes récipiendaires, recevez les félicitations de toute la hiérarchie. Aussi, je vous exhorte au travail bien fait dans l'exécution de toutes les missions qui vous seront assignées. Le renforcement des capacités opérationnelles des hommes reste l'une des priorités des autorités militaires. C'est par cette démonstration des stagiaires, suivie d'un défilé des troupes, que cette cérémonie de remise de diplôme a pris fin ici, au bataillon autonome des troupes aéroportées. Forces de défense et de sécurité, journalistes et communicants renforcent leurs capacités, formation axée sur les mécanismes de gestion des réseaux sociaux. Le programme est piloté par la DIRPA en partenariat avec la cellule de communication du gouvernement. Caporal Mabinti Keïta. Avec l'avènement du numérique, l'information se digitalise de nos jours. Les hommes sont de plus en plus accrochés à leur téléphone. Pour s'inscrire dans cette dynamique, la Direction de l'information et des relations publiques des armées DIRPA, en synergie avec la cellule de communication du gouvernement, renforce les capacités opérationnelles des journalistes et communicants des forces de défense et de sécurité. L'enjeu est de les doter des connaissances nécessaires pour répondre aux exigences de la digitalisation, de l'information et de la communication. Si la mission principale de la DIRPA consiste à soigner l'image des forces armées guinéennes sur le plan national et international, cela ne se fera que si nous disposions des ressources humaines bien formées, bien équipées en moyens logistiques, matériels et financiers. Au cours de cette collaboration, nous nous engageons à mobiliser nos expertises respectives afin d'optimiser la gestion des réseaux sociaux grâce à l'introduction d'outils modernes et de bonnes pratiques adaptées à vos besoins spécifiques. Cette formation de 4 semaines porte sur la gestion et l'alimentation des réseaux sociaux. Elle permettra à ces cadres de l'information et de la communication de partager leur expérience sur les mécanismes de gestion des réseaux sociaux. La présente session de formation vise un double objectif. Outiller le personnel journaliste et technicien d'image des forces de défense et de sécurité sur l'utilisation rationnelle des réseaux sociaux, mais aussi
et surtout unifier les sources d'informations relevant des forces armées guinéennes. Je suis convaincu que ce partenariat entre les structures étatiques contribuera à la consolidation d'une communication harmonisée centrée sur le besoin des citoyens et des décideurs en phase avec les standards internationaux. Au cours de cette cérémonie de lancement de formation, les autorités militaires ont mis l'occasion à profit pour remettre les satisfecits aux participants ayant pris part à la formation sur la gestion d'un site web organisé par la DIRPA en collaboration avec l'ONFPP il y a quelques semaines. Le contenu de ce communiqué. La Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, informe tous les rentiers que le paiement des rentes viagères et de survie au titre des risques professionnels pour l'échéance de décembre 2024 se déroulera du lundi 16 au mercredi 18 décembre 2024 à partir de 8 heures sur l'ensemble du territoire national. Pour les rentiers percevant encore leurs droits en espèces, la présence physique est obligatoire. Ils devront se présenter munis des pièces suivantes: le carnet de rentier, une pièce d'identité en cours de validité, carte d'identité biométrique, passeport ou permis de conduire. En outre, des équipes d'enrôlement seront déployées dans certaines agences pour effectuer l'identification biométrique des rentiers. Les bénéficiaires de rente recevant leur paiement par virement bancaire, téléphonie mobile ou cash minute sont invités à consulter leur compte à partir du lundi 16 décembre 2024. La Direction générale de la CNSS remercie l'ensemble des rentiers pour leur compréhension. La CNSS, l'assurance d'une vie bien protégée. Conakry, le 13 décembre 2024, le directeur général, par ordre, le directeur général adjoint, Mohamed Lamine Traoré. Dans l'actualité toujours, le bureau pays de Médecins sans frontières a organisé un café-presse loin d'une simple dégustation, informer les journalistes sur ses domaines d'intervention. On cite un exemple, la lutte contre le VIH-Sida, une riposte entre acquis et défis. Hadia Toubari. Aux côtés du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Médecins sans frontières apporte un soutien de taille. L'institution œuvre dans la gestion des crises à la fois humanitaires et sanitaires. Parmi les interventions figure la lutte contre le VIH-Sida, notamment dans la zone de Conakry. Du dépistage à la prise en charge des malades jusqu'au soutien psychologique, tout est rendu gratuit. On a monté des laboratoires. Tout l'équipement de ces laboratoires va rester au ministère de la Santé. Donc beaucoup de gens ne se faisaient pas soigner pour le VIH parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers. Et donc du coup, ce que MSF a fait, MSF a contribué à réduire ce coût massivement en dénonçant les prix abusifs qui sont pratiqués par l'industrie pharmaceutique. Dans son appui à l'État, Médecins sans frontières offre de nouvelles approches stratégiques. Au niveau communautaire, des centres de distribution des ARV sont installés pour améliorer l'adhésion des patients et réduire leur stigmatisation. Toutefois, la lutte connaît quelques défis. Les ruptures aussi qui sont parfois longues de certains médicaments ou des tests. Donc là, on a les tests de dépistage, il y a quand même dans plusieurs régions de la Guinée, il y a une grosse rupture de tests de dépistage. Donc là, on fait beaucoup de travail sur la sensibilisation, sur l'importance de se faire dépister. Si vous amenez la maladie à l'hôpital, c'est mieux que ce soit vous qui amenez la maladie à l'hôpital que la maladie qui va vous amener. Donc de toute façon, si vous avez le VIH un jour ou l'autre, vous êtes confronté à ça. Autant prendre les devants, connaître son statut, se faire dépister, et puis prendre en amont. Et si on prend en amont, on peut vivre extrêmement bien avec, comme on disait avant. Mais s'il n'y a pas de test, on ne peut pas se faire dépister, et là c'est problématique. Présent en Guinée depuis 1984, Médecins sans frontières intervient également en faveur de l'accès à l'eau potable. Ce, à travers la construction et la réhabilitation des fourrages dans les centres de santé appuyés par le projet.
Région de Kankan, renforcement de la vaccination de routine. Le programme dresse le bilan après 2 ans et demi d'exécution des travaux. Malgré des avancées, des défis sont à relever. Un accent est mis sur l'implication de tous les acteurs pour réussir la couverture vaccinale dans le Nabaya et dans d'autres grandes villes du pays. Nabilaï Moussa Kamara. Tenu à Conakry de l'atelier bilan du programme de renforcement de la vaccination de routine dans la région de Kankan. Cette rencontre fait le bilan de l'exécution de ce programme dans la région de Kankan sur la période allant d'avril 2021 à décembre 2024. Les acteurs vont tirer les leçons sur la base des succès et des échecs enregistrés durant les 2 ans et demi de mise en œuvre du programme. Nous continuons à affirmer notre engagement collectif à protéger la santé des populations guinéennes, en particulier des enfants, à travers la mise en œuvre d'un programme de vaccination robuste. Le gouvernement fait des efforts significatifs pour améliorer nos indicateurs de santé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous signifier notre adhésion totale à l'initiative de l'indépendance vaccinale qui va améliorer la disponibilité des vaccins dans tout le pays. L'inspection régionale de la santé, en collaboration avec l'UACGP et la coordination nationale du programme élargi de vaccination PEV, organise cet atelier bilan afin d'améliorer et pérenniser les activités du projet dans la région de Kankan. Ce programme a efficacement aidé à renforcer la vaccination au niveau de la région de Kankan, qui a permis d'améliorer significativement la couverture vaccinale en termes de vaccination des enfants, mais aussi des femmes au niveau de la région de Kankan. Un taux de couverture vaccinale qui est autour de 32% pour une région en fait aussi complexe et aussi importante en fait pour la Guinée. Nous allons voir d'ores et déjà à partir des financements dont dispose Gavi, comment continuer un certain nombre d'activités. Les partenaires, les sociétés minières et les autorités régionales de Kankan s'engagent en termes de mobilisation des ressources humaines et financières en vue de vacciner les enfants et garantir ainsi leur santé physique et mentale. Capitale Conakry, politique de santé publique, les acteurs impliqués dans la mise en œuvre s'intéressent à l'exécution des priorités de cette année. Une fenêtre est ouverte sur le plan d'action opérationnelle 2025. Ce cercle de réflexion entrevoit une large couverture sanitaire de la ville de Conakry. Marouane Kamara. Des travaux au double enjeu, évaluer le plan d'action opérationnel 2024 et élaborer le plan d'action de l'année 2025. Un cadre de réflexion et d'action pour permettre à la direction de la santé de la ville de Conakry de présenter au public les activités réalisées et les défis à relever. Ça fait partie des activités régaliennes et c'est une instance où toutes les voix comptent. Et l'objectif général, c'est d'identifier les activités, les défis, mais aussi transformer ces visions en des résultats tangibles en faveur de la population. Et pour concrétiser cette vision de M. le Président, c'est à nous de travailler, d'impliquer à des sessions comme ça la communauté, mais aussi toutes les parties prenantes. Nous avons toujours le plus souvent travaillé avec la direction régionale de la santé de Conakry et nous avons accompli beaucoup de missions, beaucoup d'activités ensemble. Je sais qu'à l'issue de l'élaboration et de la validation de ce plan d'action qui est en cours, je suis certaine que la direction régionale de la santé de Conakry arrivera à bout de ce plan d'action. Autre défi de ces travaux d'élaboration du plan d'action opérationnel 2025, définir les indicateurs de succès en identifiant les priorités pour répondre aux attentes de tous les acteurs avec l'appui technique du Bureau de stratégie et de développement du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. L'apport du BSD par rapport à cette activité, c'est un appui technique. L'appui sera purement technique. C'est de voir les activités qui sont réalisables
donc la retenue de ces activités pour le courant 2025, mais aussi d'évaluer les activités précédentes, donc voir un peu les problèmes qui ont empêché la réalisation de ces activités-là. Et ensuite voir si possible la reconduite de ces activités pour le courant 2025. Le principal résultat attendu de ce conclave des différentes parties prenantes est de transformer en acte concret la vision collective du renforcement de la santé de proximité dans la ville de Conakry. Au chapitre santé, cerise sur le gâteau, rétrospective 2024, 2 sujets marquent les esprits, le dispatching partout dans le pays des kits de césarienne et d'accouchement, aussi l'adhésion de la Guinée à l'initiative pour l'indépendance vaccinale. À cela s'ajoute la signature de plusieurs accords. Hadia Toubari, Kerno Maroufba signe ce flashback. En 2024, l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant a été l'une des actions prioritaires du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Dans l'ensemble des districts sanitaires, des kits de soins obstétricaux néonatales d'urgence ont été rendus disponibles pour assurer des accouchements sûrs et sécurisés. Cette mise à disposition entre dans le cadre de la réduction de la mortalité maternelle et infantile dans le pays. Au total, ce sont 40 conteneurs de 40 pieds qui sont réceptionnés par le département de la santé grâce à un appui du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Ce qui aura permis aux établissements hospitaliers de faire face aux complications obstétricales pendant et après l'accouchement. Une étape cruciale pour le ministère de la Santé dans la dynamique de sauver la vie et améliorer la santé des mères et des nouveau-nés. Ces matériels médicaux d'accouchement et de césarienne sont donnés gratuitement aux femmes à travers le pays. Lorsque nous sommes arrivés, parce qu'il y avait un souci au niveau de nos hôpitaux, pratiquement, il y avait une certaine disparité, il y avait un problème par rapport, n'est-ce pas, à toute cette histoire de gratuité, mais aussi, il n'y avait pas de disponibilité. Donc, Monsieur le ministre de la Santé a pris à bras le corps, n'est-ce pas, cette activité, cette recommandation du gouvernement, de Monsieur le Président de la République, pour dire qu'il faut que ce soit une réalité. C'est la raison pour laquelle, prenant son bâton de pèlerin, à travers ces gendarmes que nous sommes, en tant que directeur des hôpitaux, pour aller vers la possibilité, n'est-ce pas, non seulement de l'avoir, mais de le disponibiliser et de le mettre à disposition au niveau des hôpitaux pour que plus jamais qu'il y ait ce problème. Aujourd'hui, je vais vous dire, et je vous le garantis, de Conakry jusqu'à Yomo, au dernier kilomètre, nous avons fait en sorte que ces kits soient disponibles dans tous les hôpitaux de la Guinée. Autre actualité de l'année dans le domaine sanitaire, c'est l'adhésion du pays à l'initiative de l'indépendance vaccinale. Le 24 mai dernier, les accords ont été signés dans ce cadre entre les ministres de la Santé, du Budget et celui de l'Économie et des Finances en présence du chef du gouvernement. Dans la même dynamique, en novembre, un mémorandum d'entente et la lettre de garantie entre le ministère de la Santé et l'UNICEF ont été concrétisés par une signature. La signature du mémorandum d'accord et la lettre de garantie d'un montant de 2 500 000 $ US constitue une étape majeure pour finaliser le processus de l'initiative pour l'indépendance vaccinale. Cela a permis de réduire la rupture des vaccins souvent fréquente et accroître la couverture vaccinale du pays. L'objectif de cette adhésion est d'éviter au pays la rupture en vaccin pour réduire le taux de prévalence des maladies évitables par la vaccination. Par ailleurs, assistance technique à l'emploi des jeunes, le projet PATEJ est complètement bouclé. Au rendez-vous du bilan, les impacts sont jugés positifs. Plusieurs secteurs d'activité partagent les retombées. C'est la preuve de la présence à la cérémonie de clôture des ministres du Commerce, du Plan et de la Jeunesse. Moussa Komara. Exemple parfait d'un partenariat réussi entre la Guinée, le PNUD et le groupe de la Banque africaine de développement, le projet d'assistance technique à l'emploi des jeunes PATEJ ferme ses rideaux. Il a permis aux acteurs de faire face ensemble aux défis de l'emploi des jeunes en Guinée. Ce projet nous a permis de mettre en place un cadre institutionnel et réglementaire favorable à l'emploi et à l'insertion des jeunes à travers l'élaboration de la politique nationale de l'emploi qui a été portée par le ministère de la formation professionnelle et aussi par l'élaboration d'une stratégie nationale pour l'emploi des jeunes portée par le ministère de la Jeunesse et des Sports. La Banque africaine de développement
demeure un partenaire stratégique pour la Guinée. Nous croyons fermement que l'avenir du pays repose sur sa jeunesse. Le défi de l'emploi des jeunes est également une priorité régionale. Dans ce cadre, nous travaillerons à mobiliser des ressources additionnelles en partenariat avec d'autres institutions, y compris les agences onusiennes. Démarré en 2021, le PATEJ a renforcé les capacités de plus de 200 cadres de l'administration en gestion des projets de développement. Mais pas seulement. Toute l'expérience que j'ai reçue ici à travers les modules qui ont été déroulés par nos formateurs, et ça m'a permis vraiment d'avoir des connaissances de base sur l'entrepreneuriat des jeunes. Ces réalisations pertinentes du PATEJ sont saluées par les ministères sectoriels. Ce programme socio-économique, durable et responsable mettra un accent particulier sur la formation, sur le renforcement des compétences de nos ressources humaines, mais aussi la main-d'œuvre locale sera pleinement utilisée dans la réalisation des projets. Nous ne voulons plus trouver un jeune de moins de 25 ans qui ne soit pas soit à l'école ou dans un centre d'apprentissage avec les artisans. C'est ce qu'on a mis dans l'objectif de la vision 2040. Au terme de cette rencontre, des leçons sont tirées et les bases d'une collaboration future avec plus d'impact sur la jeunesse guinéenne sont jetées. C'est déjà fait. La rénovation du CFP, chemin de fer, délocalisé à Simbaya. Il reste à équiper le centre et à former les formateurs. Africa Global Logistique réagit de nouveau. Le partenaire affiche sa volonté d'accompagner le ministère de la formation professionnelle. Une visite de terrain est donc initiée. Kerno Ousmane Diallo. Créée en 1947, l'école des chemins de fer était initialement installée à Kaloum et se trouvait dans un état délabré. À la faveur de l'avènement du CNRD au pouvoir, l'école est délocalisée ici à Simbaya, dans des locaux entièrement rénovés par l'entreprise Africa Global Logistique à hauteur de 2 milliards de francs guinéens. Un investissement qui marque un tournant dans l'évolution de cette école. Cette visite-là permet à l'école d'être sur la vitrine pour les entreprises, surtout le méga projet qui a en vue, Simandou 2040. C'est cette école qui forme les conducteurs, c'est cette école qui forme les électropneumaticiens, c'est cette école qui forme les agents de l'exploitation ferroviaire. En termes de besoins, l'école pratiquement n'est pas équipée. Après la rénovation, le ministère de l'Enseignement technique et Africa Global Logistique veulent passer à un stade supérieur dans le développement de cette école, symbolisant désormais l'engagement de AGL à soutenir le programme d'émergence de la Guinée à travers la formation professionnelle. On ne peut pas construire les bâtiments comme ça, ne pas les équiper. C'est la préoccupation de Madame la ministre, voir si réellement les bâtiments là sont équipés comme pour une école digne de chemin de fer. J'étais très ravi de venir avec les Madame ministre, de visiter le lieu et de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. AGL, c'est le plus de 100 ans en Afrique. On a 23 000 plus de gens. On a là 2 chemins de fer. Côte d'Ivoire, lié en Abidjan, à Ouagadougou. Le deuxième en Camraï, au Cameroun. Notre priorité absolue, c'est contenu local. Mais ce n'est pas le contenu local de bouche, mais en réalité, de former les gens. Actuellement, 340 apprenants sont encadrés dans cette école de chemin de fer dont l'équipement figure parmi les priorités du département de l'enseignement technique soutenu dans son ambition par Africa Global Logistique. Humanitaire à présent, mais le projet est en gestation, la construction du centre de prise en charge des personnes porteuses de handicap. La Fondation internationale Kerno et Fitima porte l'initiative. Une levée de fonds est activée pour la matérialisation de ce projet. Aboubakar Junior Kamara. Fidèle à ses engagements humanitaires, la Fondation internationale Kerno et Mariam Fitima prospecte toutes les pistes pour rendre heureuses les personnes vulnérables et porteuses de handicap. Ce dîner gala annuel est organisé pour mobiliser des fonds pour la construction des centres de prise en charge des personnes porteuses de handicap et l'autonomisation des femmes en Guinée. Cette fois-ci, nous avons décidé d'aller à la construction d'un centre de référence pour les enfants vivant avec le handicap. Raison pour laquelle nous faisons appel au cœur des Guinéens, de manière à ce que nous puissions nous mobiliser, que les Guinéens puissent se mobiliser
pour apporter leur contribution pour la construction de ce centre qui bénéficiera à tous les enfants guinéens qui souffrent de handicap. Cette activité coïncide avec le 20e anniversaire de l'institution créée au Burkina Faso. Aujourd'hui, le pays des hommes intègres dispose d'un centre de prise en charge des personnes en situation de handicap. Et Mme Hawa Dramé et son équipe cherchent à mettre la même chose en Guinée. Le centre qui est ouvert en Guinée, nous sommes dans une maison à la merci des propriétaires en plus. Et on a ouvert le centre aussi de l'Institut supérieur de rééducation. Donc vous imaginez, c'est des loyers exorbitants dans tous les cas et surtout des bâtiments qui ne sont pas adaptés à nos activités. Nous avons fait des démarches auprès de l'État. Nous espérons que nous allons obtenir un terrain, que l'État va mettre à notre disposition un terrain, à défaut de nous donner des locaux. L'Institut m'a permis de révolutionner ma formation, d'être un peu plus performant et de savoir ce que je fais quand je touche un patient. J'ai toujours rêvé d'être indépendante, de travailler pour moi-même et grâce à Fitima, aujourd'hui mon rêve a été réalisé. J'ai mon propre business, je vends des habits en ligne. Tout ça c'est grâce à Fitima. Une fois ce centre réalisé, les capacités d'accueil, de formation et d'assistance des personnes vulnérables vont s'accroître dans l'intérêt supérieur de la nation. Violence basée sur le genre, la ville de Nzérékoré vibre au rythme d'une série d'activités. Il s'agit de renforcer la lutte contre les agressions faites aux femmes et filles. Thème retenu, se reconstruire après les violences. Et c'est en droite ligne de la célébration de 16 jours d'activisme contre les VBG. Mohamed Saliou Paye, correspondance. L'objectif principal de cette campagne est de promouvoir la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre en leur offrant un soutien psychologique, juridique et médical afin de les accompagner dans leur processus de reconstruction après les traumatismes subis. La violence contre les femmes et les filles est totalement évitable. Nous pouvons mettre fin à cette crise en agissant en solidarité avec le nombre croissant de personnes qui se lèvent et disent « ça suffit ». Chacun a le droit à l'autonomie corporelle, à la sécurité et à la vie. Aujourd'hui, l'objectif était réellement d'en appeler à cette mobilisation de ces leaders communautaires auprès des cibles même qui sont les femmes, afin qu'elles soient vraiment les actrices de leur propre protection. Le thème débattu cette année, se reconstruire après les violences, met particulièrement l'accent sur la résilience des victimes et de leur réinsertion dans la société. Une opportunité de les aider à surmonter les traumatismes et à retrouver leur place au sein des communautés. Le phénomène de violence, faut-il le dire, constitue de plus en plus une préoccupation importante dans le monde, car il prive les femmes et les filles de leur dignité, et la région forestière en particulier ne reste pas en marge de cette violence. Cette célébration a également permis de rappeler que la lutte contre les violences sexistes doit être un engagement constant et collectif. Le phénomène de VBG résiste toujours face à l'ampleur. La sensibilisation se multiplie. C'est une campagne enclenchée par le ministère de l'Énergie. Elle s'étend sur ces différentes directions. Les messages viennent de tomber à la Société des eaux de Guinée. Nabi Kamara. Non, c'est non! Non, c'est non! Les violences basées sur le genre, un véritable fléau qui menace la sécurité et la dignité de la couche féminine dans nos sociétés. Au ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, le service Genre Équité a lancé 16 jours d'activisme dans ce sens pour sensibiliser les femmes dans les différentes structures qui composent ce département. Vendredi, c'était au tour de la Société des eaux de Guinée. L'objectif de cette sensibilisation, c'est promouvoir un changement en mettant un accent particulier sur la communication et la sensibilisation. Les violences basées sur le genre est tout acte qu'on inflige à un individu sans son consentement, sans son gré. C'est pourquoi nous sommes ici ce matin pour faire la sensibilisation, communiquer pour que nous puissions briser le silence que les femmes subissent sur les questions de VBG. Ici à la Société des eaux de Guinée, l'ensemble des femmes travailleuses se sont fortement mobilisées pour écouter les messages des sensibilisateurs sous l'égide du service Genre et Équité du ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures.
Ça va permettre les femmes qui sont là aujourd'hui et les hommes de connaître quelles sont les formes de violence qu'ils subissent à la maison, à l'école et dans la vie. Cette journée de sensibilisation va être mise à profit pour encore davantage interpeller les hommes pour que les prises en compte des questions liées au genre soient totalement respectées. Une occasion pour au moins une fois dans l'année d'interpeller les hommes sur des questions banales que nous traversons au quotidien, pas forcément au bureau, mais même jusqu'à la maison, avec nos épouses, avec nos sœurs, avec nos filles. Les femmes de la SEG sont désormais outillées pour combattre toute forme de violence dirigée contre elles pour sauver leur honneur. Ne quittez pas, un décret vous parviendra juste après cette édition d'information. Constante fidélité à toutes et à tous, les programmes se poursuivent, l'actualité évolue sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À très vite.